Prix des lecteurs Étranges Lectures 2020-2021. Jeu blanc, un roman de Richard Wagamese, traduit de l'anglais par Christine Raguet, paru aux éditions Zoé en 2017. Troisième extrait. Ils m'emmenèrent dans un pensionnat, le St. Jerome's Indian Residential School. Une fois j'avais lu qu'il y avait dans l'univers des trous qui avalaient toute la lumière, tous les corps. Saint Jérôme's vola toute la lumière de mon monde. Tout ce que je connaissais s'évanouit derrière moi, avec un bruissement audible, comme celui de l'orignal quand il disparaît au milieu des épicéas. Nous avions fait 2 jours de route pour y aller. 2 religieuses et 3 enfants entassés à l'arrière d'une vieille Chevrolet déglinguée. Une petite fille qui pleura pendant presque tout le trajet et un autre garçon. Le voyage se déroula presque sans une parole. Nous allions à tour de rôle à la fenêtre pour regarder le paysage défiler. Il paraissait infini. Chaque tournant sur cette route, chaque sommet de colline, même les arbres se découpant sur le ciel nocturne, me tinrent sous le charme. Je ne dormis quasiment pas. Le ciel, son contact sur mon visage me manquait. L'école était un bâtiment de briques de 4 étages, surmonté d'une coupole, ayant pour seul ornement une grande croix blanche. Il n'y avait pas un seul arbre autour, rien que quelques buissons bas. Une roue de chariot était appuyée sur un rocher à côté d'un grand panneau en bois sur lequel était inscrit St. Jerome's Indian Residential School. Une allée de gravelle serpentait en direction des larges marches de béton de l'entrée principale, entourée de balustrades choulées, conduisant à une porte à double battant en verre dépoli. 2 ailes du bâtiment se prolongeaient vers l'arrière. Plus loin, au fond, il y avait des remises, des granges et des champs ponctués des débris de sillons dépassant de la fine couche de neige. La propriété tout entière se trouvait dans une clairière au sommet d'une crête bordée de bois. À l'intérieur, l'odeur de javel et de désinfectant était si forte que j'avais l'impression que la peau pelait à l'intérieur de mon nez. Les sols, en parquet de boîtes feuillues, étaient jaunis par des décennies de lavage et de récurage. Les murs étaient d'un vert blafard. À chaque palier, il y avait des portes de verre dépoli, de sorte que la lumière était pâle et donnait une impression de froideur, même si les radiateurs renvoyaient la chaleur par vagues. Le lino des escaliers était craquelé par endroits, mais il avait un éclat terne à force d'être récuré. Le 4e étage était une grande pièce, avec des fenêtres sur tous les côtés. Entre elles se trouvait une mer de lits de camp, tous repliés, disposés exactement de la même façon. Discipline militaire, même si je n'appris l'expression que bien plus tard. L'autre garçon et moi fûmes conduits au fond de ce dortoir par un prêtre bourru, qui nous ordonna de nous déshabiller et de monter dans des baignoires d'eau presque brûlantes. 1 minute plus tard, le prêtre nous fit mettre debout et nous jeta des poignées de poudre contre les poux sur tout le corps. Elle me piquait le coin des yeux quand il nous fit rasseoir dans les baignoires pour tout rincer. Puis 2 religieuses nous récurèrent avec des brosses au poil dur. Le savon était agressif. Elles nous mirent presque la peau à vif. On avait l'impression qu'elles essayaient d'enlever plus que de la crasse ou des odeurs. On aurait dit qu'elles essayaient de nous enlever la peau. Quand ce fut terminé, elles nous tendirent nos vêtements et nous regardèrent nous habiller. Le pantalon de laine me grattait la peau. Il avait une taille de trop et il fallait que je le maintienne à l'aide d'une ceinture, bien sanglée. La chemise était raide et blanche. Les chaussures à lacets étaient en cuir fin et elles avaient des semelles souples et glissantes.
Elle nous donnait une démarche bizarre. Ensuite, nous restâmes assis sur des chaises, des serviettes sur les épaules, pendant que les religieuses, à l'aide de tondeuses électriques, nous rasaient les cheveux pour ne laisser qu'une brosse courte. Je regardais mes longs cheveux, raides, atterrir sur le sol, et quand je tournais vers l'autre garçon, il pleurait, d'énormes larmes, silencieuses. De retour au rez-de-chaussée, on nous fit rester debout devant un bureau dans une pièce dont les fenêtres donnaient sur les champs. Nous attendîmes longtemps, puis la porte s'ouvrit et un prêtre, accompagné d'une corpulente religieuse au visage rubicond, entra. « Je suis le père Quinet, et voici sœur Ignatia, dit le prêtre. Voici votre école, disons plus justement l'école du Seigneur, mais il nous en a confié la charge. So, dit sœur Ignatia. C'est un beau nom biblique, inutile de le changer. Mais nous allons devoir faire quelque chose à propos de Lonnie Rabbit. Il me semble que Aaron conviendrait mieux. À partir de maintenant, tu t'appelles Aaron Rabbit. Tu comprends? Mais Lonnie, c'est le nom de mon papa, dit le garçon. Bon. Désormais, c'est le Seigneur Dieu, ton père, et il veut que tu t'appelles Aaron. Mais j'ai un père. Sœur Ignatia se dégagea du bureau pour venir juste devant Lonnie, qui avait les yeux rivés sur le sol. Ton père est le Père Céleste. Tu apprendras cela ici. Ton père humain n'a plus rien à t'offrir. Il est trappeur. Il est païen. Il est Ojibwe. Il n'est pas baptisé, et son esprit est impur. Quand tu prononces le mot « Père » dans cette école, c'est à ton Père céleste que tu fais référence. Je ne veux pas d'autre Père. Tu n'as pas le choix. Je m'enfuirai. La sœur sourit. Ce sourire était effrayant parce qu'il n'y avait pas de rire dans ses yeux. Ils étaient d'un bleu pâle et froid, comme ceux d'un husky, et quand elle tendit le bras derrière elle et fit apparaître une férule de cuir, elle fit preuve d'un calme terrifiant. La férule était contondante, large et perçait de trous dans sa surface. Elle la berçait dans ses paumes et, d'un geste rapide, elle fit pivoter Lonnie par le col et le força à s'agenouiller. Il hurla quand la férule lui frappa le dos. La religieuse le remit sur ses pieds d'un coup sec, comme s'il était une poupée de chiffon, et le frappa à plusieurs reprises derrière les genoux et sur l'arrière des cuisses. Le bruit était celui d'un cuir qu'on fouette. Lonnie se tortillait, se débattait, mais il avait un cran incroyable. Elle continua de le battre jusqu'à ce qu'il s'effondre. Le père Quinet était debout, les mains derrière le dos, à observer. C'est à l'obéissance qu'on mesure votre mérite. Elle fit pivoter Lonnie en face à elle. Ici, tu vas apprendre à être méritant. Tu m'entends? Oui, dit Lonnie. Oui, ma sœur. Oui, ma sœur. En voilà un gentil garçon. Elle tendit le bras pour poser la main sur son visage. Il hésita, mais elle sourit de nouveau avec cette même horrible absence de sentiment. À Saint-Jérôme, nous nous efforçons de débarrasser nos enfants de ce qu'ils ont d'indien, afin que leur comportement témoigne des bénédictions du Seigneur. De l'application, mes garçons, du bon travail honnête et des études sérieuses. C'est ce que vous allez faire ici. C'est ce qui va vous préparer au monde, ajouta le père Quinet. Sœur Ignatia nous prit l'un et l'autre par une main, et après un ferme hochement de tête adressé au prêtre, elle nous fit sortir de la pièce et nous conduisit à l'école. Ses mains, semblables à de l'écorce de bouleau desséchée, son visage imperturbable, portait la légère trace d'un sourire aux commissures des lèvres.
la béatitude. C'est un autre mot que j'appris bien plus tard. Pendant que la sœur nous faisait visiter l'école en ce premier jour, elle avait un air de sainteté sur le visage. Le sifflement du cuir flottait encore dans l'air. C'était une femme corpulente, grande, et je n'avais jamais connu pareille frayeur. En ce qui me parut n'être qu'un instant, le monde que j'avais connu fut remplacé par un menaçant nuage noir.